Bonsoir à tous. La semaine dernière, le CSAPR, le collectif des syndicats et des associations professionnelles de La Réunion, a enfoncé le clou en disant qu'il est possible pour un individu et pour une entreprise de quitter ou de se désaffilier du RSI et de la Caisse générale de la sécurité sociale. Le CSAPR a motivé sa position en s'appuyant sur divers textes européens et décisions de la Cour européenne de justice. Lors de la manifestation des indépendants de jeudi dernier, Clarisse Lorette, Jean-François Maillot et Éric Marcelli du CSAPR ont rencontré Thierry Delaburte, directeur adjoint recouvrement de la CGSS. Selon eux, le directeur adjoint de recouvrement leur a dit que l'URSSAF Réunion n'existerait pas de manière réglementaire, voire officielle, ce soir, sur ce même plateau. Christophe Madika, directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale. Thierry, bonsoir. Le monsieur avec la cravate, donc c'est la plus facile à reconnaître. Thierry Delaburte, qui est à sa gauche, directeur adjoint recouvrement CGSS, bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Tomzac, directeur du RSI, directeur régional du RSI Réunion, bonsoir. Et Thierry Biès, donc directeur adjoint RSI et RSI Réunion et directeur recouvrement des travailleurs indépendants, bonsoir. Bonsoir. Donneront leur position et apporteront des précisions sur le fonctionnement de la Caisse générale de sécurité sociale et du régime social des indépendants. Alors que le Premier ministre, Édouard Philippe, a confirmé l'adossement du RSI au régime général, et non pas à l'URSSAF, parce que le directeur de la sécurité sociale va sans doute m'en vouloir, donc confirme l'adossement donc au régime général, et aussi les mesures en faveur de la baisse de 2 cotisations sociales sur le bulletin de salaire, ce qui aujourd'hui montre que ça bouge, et ça bouge pas mal. Alors, la question, bonsoir messieurs. D'abord, la première question que je vais vous poser, c'est à votre avis, dans tous ces discours, et surtout on a entendu ça pendant la présidentielle et pendant la législative, à votre avis aujourd'hui, quel regard le public porte aussi bien sur la Caisse générale de sécurité sociale et également sur les RSI? À votre avis, comment les gens vous regardent aujourd'hui? Regarde aujourd'hui la protection sociale, le système de protection sociale français? Bon, je vais bien commencer. Je pense que notre système de protection sociale est parfois un peu compliqué aux yeux des assurés et qu'il n'est pas toujours bien connu. Et un premier élément, on reviendra après sur la question d'affiliation. Moi, je voudrais insister sur l'article numéro 1 du Code de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas dans un système d'assurance. Nous sommes dans un système de solidarité nationale. C'est prévu par le Code de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on organise, je dirais, des transferts sociaux. Si je prends l'exemple de La Réunion, nous avons 360 000 bénéficiaires de la CMU complémentaire. Ben, ces gens ne cotisent pas. Donc c'est bien un système qui permet de redistribuer en direction des plus pauvres. Donc moi, je m'interroge sur l'objet. Bien sûr que si je vais chercher une compagnie d'assurance anglaise, ça va me coûter peut-être moins cher. Mais quelles sont les prestations de cette compagnie d'assurance? Quelles sont les conséquences pour les personnes les plus fragiles de notre île? Et là, en l'occurrence, est-ce qu'au-demain, avec ce système qui est proposé, les 360 000 bénéficiaires de la CMUC auront encore droit à la prise en charge totale des soins? D'accord. Thierry Delaburte. Vous avez posé la question effectivement de l'image. Je pense que nous avons une forme de méconnaissance, d'où notre présence aussi aujourd'hui pour faire connaître les bénéfices de nos prestations. Pour autant, je pense quand même que les Réunionnais et les Français sont attachés à leur système de protection sociale. Vos invités la semaine dernière ont déploré le manque de participation à leur mouvement. Je pense que c'est aussi que les Réunionnais ont cette intelligence de rester attachés à leur système de protection sociale et n'accordent pas tant que ça de crédit au mouvement de désaffiliation pour l'instant. D'accord. Effectivement, monsieur, moi je partage le point de vue de mes collègues. La sécurité sociale, c'est de la redistribution, c'est de la solidarité. Et d'ailleurs, je vais citer un exemple, parce que j'ai rencontré à plusieurs reprises le CSAPR. Je peux vous dire que même s'il critique le RSI, et on pourra revenir sur les critiques du RSI, puisqu'on a focalisé pendant des années le mécontentement de nos assurés sociaux, même si il critique le RSI, il faut savoir que j'ai fait une petite vérification. Bon nombre de membres de ce syndicat, de ce collectif,
ont recours au RSI pour tout ce qui est frais de santé, même pour la plupart en n'étant pas à jour de cotisation. Et c'est pour ça que je tiens à le souligner. Le RSI, c'est l'assurance maladie, c'est l'assurance vieillesse, c'est l'action sociale, etc. Donc, vous voyez que même si on est contre le régime, on n'hésite pas à y faire appel. D'accord. On va terminer le tour de table avec M. Bies. Donc moi je pense qu'effectivement les concitoyens connaissent mal la sécurité sociale. Mais je voudrais revenir sur la dernière campagne présidentielle où il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et à un certain moment M. Fillon avait abordé aussi cette question du remboursement de la sécurité sociale. Et il n'y a qu'à voir effectivement les réactions des concitoyens face à cette proposition qui était de dérembourser les petits risques. Il faisait la distinction petits risques et gros risques, pour voir un petit peu comment les gens étaient attachés à ce système de solidarité. Donc peut-être que dans le quotidien, ils ne voient pas comment fonctionne la sécurité sociale, mais s'ils sentent que quelqu'un veut peut-être la remettre en cause, là on sent une mobilisation. Donc pour moi, ils sont vraiment attachés à ce système de sécurité sociale. Eh bien, vous dites que les Français sont attachés à leur système de protection sociale, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution ces dernières années, est-ce que il n'y a pas un désamour qui s'installe? Parce qu'on a l'impression que d'abord, il y a un système qui est là, mais ce système-là s'éloigne de plus en plus d'eux. Ils ont l'impression qu'ils ont du mal à rentrer dedans, à connaître, à avoir, surtout pour certains, avoir des réponses, que ce soit au niveau individuel ou professionnel. D'abord, moi, je crois que c'est lié au climat économique d'aujourd'hui. Lorsque l'on se penche sur la presse, il y a systématiquement une notion qui revient, celle du reste à charge des assurés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le ticket modérateur des assurés sociaux grandit et on veut le faire prendre en charge par l'assurance maladie complémentaire. Et étant donné que l'on montre ces choses de cette façon, on se dit... Je vais juste vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le ticket modérateur? Le ticket modérateur, c'est ce qui reste à la charge d'un assuré social. D'accord. Ce qui va chez le médecin, chez le dentiste, chez l'opticien, enfin chez l'ophtalmo. C'est ça le reste à charge. Et depuis quelques années, si on regarde, si on lit la presse spécialisée, on se rend compte que ce qui est surtout pointé du doigt, c'est l'augmentation de ce reste à charge. Mais quand on l'analyse véritablement, le reste à charge, et d'ailleurs le président de la République l'a souligné dans sa campagne, c'était sa première campagne présidentielle, le reste à charge, vous l'avez surtout pourquoi? Pour des problèmes de dentisterie, problèmes de lunettes, des problèmes de prothèses. Et c'est là où les complémentaires peuvent venir. Et lorsque un assuré social fait le compte, il se dit, finalement, est-ce qu'on a encore une sécurité sociale aussi engagée qu'il y a quelques années? Il y a de plus en plus de Français qui, finalement, répondent par la négative. Oui. Mais là encore, ça c'est un trompe-l'œil parce que entre les bénéficiaires de la CMU-C, entre les bénéficiaires d'affections longue durée qui permettent d'avoir la prise en charge des soins à 100%, vous apercevez qu'il y a une frange de plus en plus importante de la population qui est prise en charge à 100% par le régime général avec, le cas échéant, la CMU-C. Donc là encore, les analyses ne montrent pas une diminution du reste à charge. C'est pareil, on oublie par exemple que l'hôpital est financé par la sécurité sociale, et moi je me félicite que sur l'île il y a un CHU. Eh bien le fait d'avoir un CHU, il y a un budget de l'ordre de 600 millions d'euros, il faut aussi faire face. Je veux dire que je voudrais savoir si demain, avec une compagnie d'assurance anglaise, on aura la même facilité des évacuations sanitaires. Lorsqu'il faut évacuer quelqu'un en urgence, on n'a pas un standard, etc. On donne une autorisation. S'il y a urgence, on n'a même pas d'autorisation à donner. Et donc, on a une évacuation sanitaire. Une évacuation sanitaire, lorsqu'on est avec assistance respiratoire, etc., ça peut monter jusqu'à 35 000 euros parce que c'est quelque chose d'important. Eh bien, moi, je suis heureux qu'il y ait un système de redistribution qui permette à tous les citoyens, quel que soit, même les SDF, d'avoir recours à ce type de choses. Je ne suis pas certain que ce soit la logique complète des assurances anglaises. Alors, avant de continuer, je vais juste revenir sur quelque chose. Sur ce que vous dites, et je pense pas qu'on puisse vous contredire, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'avec le temps, il y a une évolution. Depuis 20 ans, le système a évolué. Mais il y a aussi quelque chose qui
qui est une réalité. D'abord, les charges sur les bulletins de salaire ont augmenté, ça c'est une réalité, la CSG y compris. Et il y a aussi une autre chose à côté. On parle de la sécurité sociale, mais on parle aussi des mutuelles. Le coût des mutuelles ne cesse d'augmenter, et on le voit y compris pour les personnes à la retraite. Est-ce que quelque part, dans la tête des personnes, des usagers, des consommateurs, des citoyens français, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce système est un petit peu écartelé et que de deux côtés, il ne se retrouve pas. Et plus ça va, plus c'est de sa poche, finalement. Alors, là, ce que vous évoquez, c'est pour ça que j'aime bien qu'on distingue les choses. Il y a d'abord un principe, le principe d'une protection sociale. Bon, alors après, effectivement, on a créé la CMU-C, on a créé un certain nombre de dispositifs, on a créé le RSA, on a créé plein de dispositifs pour permettre à toute une frange de la population précaire, j'essayais d'avoir un minimum pour vivre. Voilà. Y compris pour les personnes âgées. Je rappelle que pour les personnes âgées, normalement, il y a un minimum vieillesse qui s'applique à tous. Et si la pension n'est pas suffisante, on le complète jusqu'à environ 800 €. Donc ça, il faut le savoir, c'est quelque chose d'important. Après, vous avez la soutenabilité du système. Comment on le finance? Et ça, ce sont des arbitrages. Alors ces arbitrages, ils sont faits chaque année par le Parlement. Et donc le Parlement, ce sont nos représentants. On est dans un système démocratique, laïque et social selon le préambule de la Constitution. Après, il y a des arbitrages qui sont faits. Et c'est comme qu'on paye l'impôt. C'est pas toujours peut-être agréable, mais alors après, il faut regarder comment c'est utilisé. Et ça, ce sont des arbitrages politiques qui sont définis par le Parlement à travers la loi de financement de la sécurité sociale chaque année. Et donc, après, est-ce qu'on réforme la retraite? Est-ce qu'on décale l'âge? Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce qu'on diminue la pension? Il y a différents, par exemple, je prends cet exemple pour équilibrer les retraites, c'est le même débat sur l'assurance maladie. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, lorsqu'on regarde le nombre de consultations que nous remboursons chaque année, qu'il y ait, comment dirais-je, une diminution de l'accès aux soins de la part de l'ensemble des populations. Bien au contraire. Je veux dire que c'est quelque chose, en moyenne, on rembourse 20 consultations par an et par moyenne à chaque Réunionnais. Donc on n'a pas le sentiment que l'accès aux soins, je dirais, alors à part les questions de démographie médicale, ça c'est un autre problème, je dirais, il y ait une rupture. Et puis d'autre part, là aussi, tous les systèmes de protection sociale, le régime général ou le RSI, nous mettons en place des politiques pour permettre aux plus démunis d'accéder aux soins. Alors parfois, oui, il y en a qui échappent un petit peu au système, qui passent au travers des mailles du filet, et ceux-là, on essaie d'aller les récupérer. Alors, est-ce qu'on réforme moins? Bon, moi, je donne une idée, j'en termine. Il faut aussi comprendre que nous traitons de la masse. À la CGSS, tous les jours ouvrés, nous traitons 1400 dossiers de CMU. 1400 dossiers. Alors oui, de temps en temps, il y a peut-être un raté. Ce qui est sûr, c'est que derrière, le principe comme fondateur de la Sécu, c'est que derrière, on contribue selon ses moyens. À un moment donné, on bénéficie selon ses besoins. Donc, c'est sûr que peut-être qu'au courant, dans la vie de tous les jours, il y a des petits risques, comme c'était qualifié, où les pouvoirs publics ont arbitré, on dit qu'il faut peut-être un peu moins rembourser, parce que derrière, il y a la soutenabilité du système. Mais après, au final, au fur et à mesure où on avance de la vie, personne n'est laissé en marche parce qu'il ne peut pas payer. Non, Mais ça, c'est une réalité. Non, après, les retraites sont payées tous les mois. D'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui vient aussi alourdir le système et augmenter le besoin, c'est aussi l'évolution en fait démographique avec l'allongement de la durée de vie, la part des maladies chroniques comme le diabète qu'a cité Christophe Madica tout à l'heure, qui fait qu'en fait les remboursements de la sécurité sociale sont très fortement orientés vers ces maladies lourdes et très onéreuses, et que là, en fait, pour le coup, les patients n'ont pas à supporter le coût. Effectivement, par contre, pour tout ce que nous ressentons au quotidien, il y a des petites sensations de reste à charge, mais qui masquent en fait la forêt des énormes coûts que nous ne supportons pas aujourd'hui. Si, en plus, on ajoute à cela les déclarations annuelles, d'ailleurs, il va y en avoir une à la fin du mois de septembre, sur le déficit des caisses de sécurité sociale, enfin, notamment par toujours le compte du régime général, ça alimente aussi ce genre de discussion. Mais moi, je te rejoins. À partir du moment où la vie s'allonge, où on prend en charge des pathologies de façon beaucoup plus coûteuse que ce qu'on faisait auparavant, les dépenses augmentent, c'est obligatoire. Mais on préserve la vie de chacun. C'est un choix. C'est plus facile d'assurer un jeune actif de 35 ans qu'une personne âgée dépendante de 75 ans. Voilà, je veux dire. Et que donc, le système, il est fait parce que les gens bien portants sont solidaires des gens
malades, les célibataires des familles, les jeunes, des personnes âgées. Alors justement, sur tout ce que vous venez de dire, là, il y a quelque chose ce que vous dites, je pense que personne ne peut le contredire, encore une fois je le dis, mais moi je vous parle du regard de la personne qui est extérieure, qui ne connaît pas les arcanes de la sécurité sociale, qui ne connaît pas c'est quoi, comment fonctionne le RSI. Parce que les chiffres que vous avancez, je pense que personne ne peut le contredire, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas comment ça fonctionne, qui ne sait pas, qui voit chaque mois sur sa fiche de paye, qui voit sa mutuelle. Je me mets juste à la place de ces personnes-là et qui se dit mais finalement aujourd'hui le système social. D'ailleurs, c'est ce que met en avant les gens qui souhaitent désaffilier des personnes du système de protection sociale français aujourd'hui. C'est là-dessus que j'essaye de vous poser la question. C'est comment les gens, quand ils vous regardent, qui voient ce système de protection sociale, comment ils doivent le regarder. Effectivement, vous mettez en avant la solidarité, et je pense que c'est quelque chose qui est vrai, et je pense que ceux qui... Tout à l'heure, M. Bias disait quelque chose qui était bien, c'est-à-dire qu'ils cotisent en fonction de leurs moyens, mais ils sont aidés en fonction de leurs besoins. Ça, je ne disconviens pas là-dessus. Mais encore une fois, essayez de vous mettre à la place du commun des mortels qui est vraiment loin de tout ce qui se passe. Et ce qu'ils regardent, c'est leur fiche de paye et ils regardent ce qu'ils payent à la mutuelle. Là-dessus, on va être d'accord sur une chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision aussi large que vous pouvez avoir. C'est vrai que dans le discours public, chaque fois qu'on parle du coût de la sécurité sociale, on dit les charges sociales. On parle de charges. Ouais. Et c'est vrai que c'est un mot qui agglomère beaucoup de charges sur le bulletin de paye. Et effectivement, les gens, ils voient la différence entre le brut et le net et ils se disent, voilà, cet argent, il va où? Mais il suffit simplement de reprendre, comme disait Christophe Madica, les masses financières que l'on gère. On gère quand même l'ensemble de la population française sur l'ensemble des risques de la vie quotidienne. Alors la particularité de la sécurité sociale, c'est qu'elle est un peu transparente. On accompagne la vie de tous les jours dans la vie des gens. On est là tous les jours, que ce soit la retraite et les remboursements, mais derrière, c'est un peu, ça fait partie du quotidien, on s'y est habitué. Mais on voit pas que derrière tout ça, c'est quand même une forme de machine qui a un coût, Donc c'est vrai qu'on peut comprendre. Et le problème, c'est que la sécurité sociale, quand elle a été créée dans un contexte de plein emploi. Et donc c'est le travail qui finançait le risque pour avoir des travailleurs en bonne santé qui pouvaient après faire marcher les entreprises. Et là on assiste effectivement à... Je vais juste terminer ce qui est à un moment donné, je crois qu'il y avait 6 ou une dizaine de travailleurs pour un retraité, ce qui est financé. Aujourd'hui c'est 1, quelque chose pour un travailleur pour un retraité, c'est ça? Bien sûr. Ah oui. Ouais. Mais bon. Alors après, mais je veux dire, ce sont des choix. Après, je dirais que nous appartient pas, comment dirais-je, de commenter. Ce sont des choix qui sont faits au Parlement, et donc ce sont les lois de la République qui s'imposent à nous. Alors, il y a quand même, moi, je voudrais qu'on revienne sur un sujet parce qu'on a dit, est-ce qu'on peut se désaffilier? Alors moi, je le dis, c'est carrétoriquement. Non, si, on va le faire. Mais je voudrais juste montrer d'abord. On était sur la cotisation. Alors, oui. Je vais juste montrer le document. À quoi servent les cotisations? Après, voilà, c'est ça que ce document-là que je voulais montrer. Voilà, sur 100 €, voilà comment est utilisé l'argent. Parce que il y a aussi une chose que les gens se demandent, comment est utilisé leur argent. Et ça, c'est ce document-là donc que j'ai eu de chez vous. Sur 100 €, on voit comment est redistribué cet argent. C'est important que les gens, pour vous, de dire comment on se sert et redistribuer l'argent? Bon, oui, c'est important parce que d'abord, il faut savoir que si on regarde le déficit, puisqu'on parle de déficit, vous avez des branches aujourd'hui qui sont équilibrées comme la branche risque professionnel ou la branche vieillesse, une branche déficitaire, un petit peu la famille, un petit peu la maladie, mais on est largement en dessous des 3% des critères de Maastricht, si on regarde que le budget sécurité sociale. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est un système de redistribution. Il faut, rien que pour la Réunion, la CGSS et la CAF, puisque l'URSSAF recouvre les cotisations, c'est presque 5 milliards de prestations, tous les ans. C'est-à-dire qu'on représente un petit tiers du produit intérieur brut. À travers nos prestations, c'est tous les taxis conventionnés qui permettent de transporter les malades. Si je rapporte par rapport aux masses de remboursement, au chiffre d'affaires assuré, c'est important. C'est toute une activité économique qui est aussi créée. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a une partie de redistribution parce que les cotisations que nous encaissons ne sont pas suffisantes. Donc, comme
sur l'ensemble du territoire. Les territoires qui sont un peu plus riches sont solidaires des territoires qui sont un peu plus pauvres. Et si nous avons 360 000 bénéficiaires de la CMU-C, c'est parce qu'effectivement, il y a 42% de la population sous le seuil de pauvreté. Donc il y a une redistribution. Et donc, je pense que c'est important aussi de comprendre. Alors vous voyez bien les masses. Je veux dire qu'on parle. Attendez, on parle à la route du littoral. Alors je ne sais pas si on a 1,5, 1,8 ou 2,5 milliards. Nous, c'est 5 milliards chaque année. Voilà. Donc alors, ça donne une idée. Non, tout à fait. Mais je vais juste préciser que 5 milliards redistribués aux familles. Aux Réunionnais. Oui, aux Réunionnais. Voilà. Avec l'ensemble des dépenses de la Caisse générale de sécurité sociale plus la CAF. Voilà. Donc on est un acteur économique essentiel. Et ça, d'ailleurs, mais pourquoi? Parce que avant même la naissance, on rembourse des visites prénatales. Après, la CAF va accompagner la naissance. Après, on va vacciner. On va faire toutes les campagnes de prévention. On l'accompagne pendant la vie. On est à la retraite. On a l'action sociale, etc. Donc, on accompagne les gens sur plein de sujets tout au long de la vie. Avant, et même des fois après la mort, on va verser des rentes aux survivants. Donc, si vous voulez, c'est un système qui est assez... Alors, après, on peut le remettre en cause. Mais ça, c'est un débat politique. Moi, je pense, si vous voulez, que quand on a créé la protection universelle maladie, c'est-à-dire que tout résident sur le territoire français a droit aux soins de santé, je trouve que c'est un critère de développement extraordinaire et qu'une société qui en est là, il faut le remarquer. Alors, je reviens maintenant à la question, parce que la question de la semaine dernière avec le CSAPR, c'est bien sûr la désaffiliation. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre, qu'il soit européen, qu'il soit le cadre national, est-ce qu'il y a la loi aujourd'hui? Est-ce que l'affiliation, d'ailleurs, d'abord à la CCSS, est obligatoire? La première question que je vous pose à vous, est-ce que l'affiliation est obligatoire à la Caisse générale de sécurité sociale? Oui, et sans aucun doute. Je rappelle que le RSI est créé par le titre 6 du Code de la sécurité sociale et non pas du Code de la mutualité. Et là, il y a un arrêt de Cour de cassation du 19 janvier 2017. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Qu'il en résulte que le caractère obligatoire de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec l'intéressement est obligatoire. Donc, et d'autre part, vous avez un article du Code de la sécurité sociale qui dit que l'incitation à ne pas cotiser est passible de 6 mois de prison et de 15 000 € d'amende. Ça a augmenté, je crois. Donc, 30 000 maintenant. Oui, ça a augmenté. Oui. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que la loi prévoit que le seul fait d'inciter quelqu'un à ne pas cotiser est pénalement répréhensible. Donc, pardon de le dire, il n'y a aucun doute. En plus de ça, tu as des jugements récents du tribunal des affaires sociales de Saint-Denis qui le confirment. Tout à fait, Christophe. Les jugements sont tombés hier, notamment ils concernent la plupart des membres du collectif. Donc le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis a refusé dans sa décision de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Il dit c'est pas la peine de perdre son temps parce que c'est ce que tu viens de dire. La Cour de justice européenne a toujours tranché dans le sens des régimes obligatoires en France, régime général, RSI pour les indépendants, MSA pour les agricoles. Et à un moment donné, j'ai entendu dans votre émission, on a dit, certains ont dit et avaient demandé à ce que le tribunal attende une décision, donc le TAS, attende une décision du tribunal administratif avant de trancher cette notion de désaffiliation. Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a dit non, ce n'est pas la peine. Le RSI, c'est ce que tu viens de dire, a toute sa place dans le code de la sécurité sociale et pour le reste, ils ont été déboutés. Ils avaient demandé à être remboursés des sommes par le RSI. Le tribunal a dit non, ce n'est pas légal et ils n'ont eu aucun dommage et intérêt de verser à leur profit. J'ai vu également dans un article où la Cour européenne de justice confirme effectivement il n'y a pas longtemps, confirme que la filiation est obligatoire et que c'est à l'État de décider de la forme de la protection sociale. Aujourd'hui, ça tranche, c'est-à-dire que parce que le mouvement délibéré de la protection sociale
Claude Reichmann et le mouvement délibéré continuent à quand même à nourrir la discussion en disant que c'est toujours possible et que eux se basent sur l'article 85 et 86 de la directive, je crois 92-49 de l'Union européenne pour justement pour motiver leur position. Tout le monde le sait, dans le cadre de l'Union européenne, chaque pays a la main sur son système de protection sociale et même sur son système fiscal. Et ça, c'est clair. Jamais un pays n'ira, discuter de ce que fait un autre dans ces deux matières. C'est pour ça qu'on a quelquefois des difficultés sur le plan européen à mettre en parallèle les différentes politiques. Et c'est quelque chose que l'on vit chaque jour. Alors, il faut préciser aussi ce qu'a dit Thierry, parce que la phrase du collectif est incomplète. Oui, il n'y a pas d'URSSAF à La Réunion, mais les missions d'URSSAF sont confiées à la CGSS. Voilà, par là aussi un article du Code de la sécurité sociale, qui est l'article 752-4, selon lequel la CGSS assume dans les départements d'outre-mer les missions de l'URSSAF. Tout simplement. Et de façon générale, de toute façon, au-delà de l'ensemble de ces arguments juridiques qui, je pense, on a cité quand même beaucoup, montrent que les choses sont tranchées sur un plan juridique, ce mouvement cherchera toujours des argumentaires juridiques nouveaux à déployer dans un but de communication pour influencer le système vers une logique de privatisation. Alors, voilà, moi, je veux parler concrètement. Il y a une dame là qui payait plus la cotisation de son salarié. Qu'est-ce qui s'est passé pour la salariée ? Tout simplement, la salariée est revenue vers nous au moment où elle s'est aperçue que, étant en arrêt maladie, elle ne touchait pas d'indemnité journalière de la part de son assurance anglaise. Donc elle s'est aperçue avoir été légèrement flouée par cette dame qui se proclame effectivement des mouvements de désaffiliation de cet employeur. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a dans les caisses de métropole. Alors après, je ne sais pas ce que ça donnera au moment du passage à la retraite. Hein, oui, c'est ça, en fait. Au-delà, effectivement, de la querelle juridique et du combat qui défendent, après, c'est les personnes après qui peuvent amener avec eux, qui n'ont pas forcément la connaissance des tenants et des aboutissants de tout ça, quoi. Derrière, c'est effectivement des cotisations retraite qui ne seront peut-être pas payées. Et arrivé à un certain moment, quand la personne voudra cesser son activité, elle constatera que son compte n'est pas complet, elle aura une toute petite retraite, quoi. Alors qu'elle aurait peut-être eu les moyens de cotiser chaque année, mais bon, elle n'a peut-être pas fait, ou alors elle a fait peut-être dans une assurance privée, mais qui garantit peut-être pas des rendements non plus. On s'aperçoit que certains fonds de pension ont eu des problèmes de solvabilité. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, les retraites en France sont bien payées, les placements sont sécurisés aussi, contrairement à ce qui est dit par certaines personnes. Donc là-dessus, il y a quand même une certaine garantie, quoi. Donc c'est une retraite par répartition, ça fonctionne. Il y a eu des réformes, ça c'est sûr, il faut faire évoluer le système avec le vieillissement de la population. Mais pour l'instant, on arrive encore à avoir des retraites décentes, à condition de cotiser régulièrement. Et moi, je voudrais aussi mettre un peu en garde les chefs d'entreprise qui, eux, font l'effort de régler chaque mois ou chaque trimestre leurs cotisations. En adhérant à ce type de mouvement, il faut qu'ils fassent bien attention au fait qu'un certain nombre de personnes ont bien compris le système, ont arrêté de payer et prônent le fait de continuer à ne pas payer, mais pendant ce temps provisionnent. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se servent de ce type d'argumentaire pour profiter du système et, je dirais, faire fleurir des bénéfices parallèlement en ne payant pas la sécurité sociale, alors que la majorité des petits patrons à La Réunion, artisans, commerçants ou professions libérales, font l'effort de payer. Et il y a là une très grosse distorsion de concurrence qui profite à des leaders dans un but électoraliste parfois, dans un but purement lucratif d'autres fois, et qui viennent flouer des personnes mal renseignées. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de garantir le respect des règles de concurrence et la juste information d'un certain nombre de personnes qu'on a d'ailleurs rencontrées qui suivent parfois ces mouvements et qui manifestement manquent d'informations. Alors, pour ces personnes qui sont désaffiliées aujourd'hui, pour ces personnes qui soit mènent la démarche, est-ce que la loi vous donne aujourd'hui les moyens de vous retourner contre eux ? Alors, si vous voulez, il faut savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Les assurés, moi je le dis parce que de toute façon c'est une règle, les assurés qui se sont désaffiliés
ont néanmoins droit, et je reprends ce que disait Christophe tout à l'heure, ont néanmoins droit au remboursement de tout ce qui est frais de santé. Par contre, si je reprends ce qui se passe au RSI, ils ne payent pas leurs cotisations, ils n'ont pas le droit aux prestations en espèces, et puis, comme tout le monde l'a dit autour de la table, à un moment donné, ils ne cotisent pas pour la retraite. Effectivement, lorsqu'ils vont demander la liquidation de leur droit à retraite, quand vous avez cotisé zéro, le résultat sera zéro ou pas très loin. Et encore, il y a des minimums contributifs qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est le décor, parce que tout à l'heure vous le disiez, soit on voit toujours, et moi j'aimerais, parce que quand on voit de quelle façon c'est focalisé, on a focalisé sur le RSI tout le mécontentement, je souhaite qu'on en parle tout à l'heure, mais il y a le problème vient effectivement du calcul des cotisations. Mais on a la possibilité de poursuivre ces personnes. D'abord, on a la possibilité, au niveau du recouvrement forcé des cotisations, vous le citiez, c'est que ceux qui se désaffilient sont passibles de sanctions pénales. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Bon, on ne l'a jamais vu parce que... à un moment donné, il faut que chacun... Ils ont dit 6 mois avec sursis et 15 000 euros de... 15 à 30 000 euros d'amende. Mais il y a des possibilités de les faire payer avec tout l'arsenal de recouvrement des cotisations que l'on peut connaître. Alors, la question, puisqu'on est sur le RSI, il y a cette situation qui se présente, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2018, on va mettre pendant 2 ans en place le fait qu'on va adosser le RSI au régime général. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? À aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui on est quand même dans un flou assez artistique, d'accord ? Alors, ce qui va se passer avant la fin de l'année, c'est que, d'ailleurs j'ai préparé mon pinceau, tout ce qu'il faut, le nom, la dénomination RSI va disparaître. Donc à nos pinceaux, à tout ce que vous voulez. Ça c'est le premier point, donc on va plus s'appeler RSI. On est en train de trouver un nom commun, à mon avis, au régime général qui gère les salariés et qui va gérer la carrière, si on peut s'exprimer de cette façon, des travailleurs non salariés. Ça, c'est le premier point. Au 1er janvier 2018, nous serons accueillis par le régime général. Nous allons travailler en tant que salariés du RSI pour le compte du régime général. Ça a l'air de faire beaucoup à Psamética, déjà. Non, mais moi, on se connaît bien. On travaille ensemble depuis très longtemps. Bon, voilà. Hein. Il y a d'ailleurs une partie des salariés du RSI qui sont déjà hébergés dans le code de la CGSS. Donc je crois aussi que nous ne sommes pas, bien au contraire, ennemis. Et ça fait de très très longue date qu'on a des relations de travail. Mais ce qu'il est important de dire, c'est qu'il va y avoir l'adossement du RSI au régime général, mais le système de protection sociale des indépendants va perdurer, et au 1er janvier 2018, on ne va pas arrêter d'appeler des cotisations. Ça va continuer sous une autre forme, avec un autre logo. Effectivement, tout ça, on n'a pas encore toute l'architecture qui a été bâtie, mais il ne faut pas que les indépendants réunionnais croient que la fin du logo, la fin de la marque RSI signifie la fin des cotisations à payer tous les mois. La précédente loi de financement de la sécurité sociale a fait que Thierry Biès a été désigné directeur du recouvrement. C'était une nomination conjointe CGSS-RSI. Je vais préciser aussi une chose, puisque plusieurs interventions récentes à La Réunion ces derniers jours ont évoqué le fait que cet adossement au régime général créerait des charges supplémentaires pour les travailleurs indépendants. On a entendu plusieurs personnes le dire. Moi, je souhaiterais effectivement juste préciser que les communications gouvernementales ne vont pas dans ce sens, et que justement, parallèlement à cet adossement, comme le disait Thierry Biès, on garde une spécificité des cotisations des travailleurs indépendants et on diminue le montant qu'ils ont à cotiser aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une vérité à rétablir, puisque certains surfent déjà là-dessus pour... Parce que on fait ça de manière simpliste, c'est-à-dire qu'en passant du RSI au régime général, on prend les taux du possible du régime général. Voilà. Non, en fait, non. Du tout. Au contraire. Voilà. D'ailleurs, il y a eu, annoncé par le Premier ministre, tout un arsenal de mesures
qui fait que les cotisations des travailleurs indépendants vont baisser. C'est pareil, c'est vrai pour la maladie, c'est vrai pour les allocations familiales, et on parle donc, certes, la CSG va augmenter pour nous, pour chacun d'entre nous, mais en contrepartie, il y a une baisse corrélative de certaines cotisations. On fait, quand je le dis de cette façon-là, qu'on se comprenne bien, moi je ne suis pas contre cette catégorie de travailleurs indépendants, mais on fait la part belle à un moment donné aux micro-entreprises ou à l'auto-entrepreneur, comme on l'appelle. Au micro-entrepreneur aujourd'hui, je crois. Où on va avoir des plafonds donc, de chiffre d'affaires qui vont doubler. Lorsque quelqu'un va s'installer, je crois à partir de 2019, il y aura pour les cotisations une année blanche à partir de l'année qui suit, mais à partir du moment où les revenus seront cantonnés entre 30 000, enfin moins de 30 000, après il y aura ce sera dégressif. Mais donc quand on examine tout cela, on veut, le gouvernement, d'ailleurs ça a été dit, le gouvernement veut relancer l'économie par le travail indépendant et c'est ce que disait... Et justement, pour revenir là-dessus, il y a aussi une promesse du président, c'est que le gérant, le travailleur indépendant peut avoir un salaire. Ça, c'est une des mesures qu'apparemment va proposer le gouvernement. Oui, si vous voulez, si on rentre un peu dans ce qu'on appelle l'affiliation ou l'immatriculation au RSI, tous les travailleurs indépendants ne sont pas aujourd'hui immatriculés au RSI. Quelqu'un qui est gérant, ce qu'on appelle minoritaire d'une SARL, Société à responsabilité limitée, est salarié. Assimilé. Assimilé, salarié. Je peux vous dire. Je veux dire par là, il est immatriculé au régime général, en tant que salarié. Certains ont changé aussi leur mode de fonctionnement en allant vers des sociétés anonymes, ce qu'on appelle les SAS à action simplifiée, pour justement sortir du RSI. Parce que, à cause des dysfonctionnements que l'on connaît notamment depuis 2008. Effectivement, tout travailleur indépendant n'est pas actuellement affilié au RSI. D'ailleurs, je crois que sur 54 000 ou voire plus entreprises à La Réunion, le nombre de cotisants au RSI est de 34 000. Donc il y a quand même un différentiel important. Et là-dessus, pourquoi je dis assimilé ? Parce que selon les règles, le salarié assimilé ne cotise pas aux ACDIC. Oui, aussi, vous avez raison. Également. D'ailleurs, ça fait rebondir sur un autre point bien annoncé par le gouvernement et même par M. Macron pendant sa campagne, c'est que les travailleurs indépendants, à partir de 2018, auront droit au chômage. Oui, effectivement, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on aura c'est là où il y a quand même de petites interrogations, savoir, est-ce qu'il y aura quand même... Parce que d'un côté, c'est paradoxal, on demande trop que ça coûte trop cher. La protection sociale coûte trop cher, et de l'autre, il y a quand même aussi le besoin d'avoir plus de protection. Tout à fait. On veut l'assurance chômage, on veut des prestations familiales élargies. Donc il y a aussi cette injonction paradoxale. Il y a une contradiction. Oui, c'est une contradiction. Donc si effectivement on veut l'assurance chômage, pas de souci, il y a une cotisation. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal, peut-être, alors c'est peut-être un défaut de communication aussi de notre part, à faire le lien entre ce qui est payé et ce que l'on reçoit. Voilà, quelque part, il y a toujours un coût. Et surtout, là-dessus, surtout que je dirais, le nombre de cotisants n'augmente pas non plus. Il y a cette situation-là aussi à laquelle vous devez tenir compte de ça. Et justement, comment, dans l'évolution, avec moins de cotisants, je dis par rapport aux années d'avant, je ne sais pas si le nombre augmente ou pas, mais... Voilà, mais en termes de pourcentage, je pense qu'il augmente moins vite par rapport au plein emploi des années des 30 glorieuses, par exemple. Mmh. Est-ce que cette évolution-là va nécessairement, parce que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, ça veut dire que quelque part aussi, il faudra quand même réduire, allonger par exemple le temps de travail, aller un peu plus vers les 65 ans que les 62 d'aujourd'hui. On est sur les 42 annuités. Ça veut dire qu'il va y avoir forcément une évolution. Il y a des évolutions, il y a toujours des évolutions. Si on prend l'exemple de l'âge de la retraite, il évolue avec l'espérance de vie. L'espérance de vie évoluant de manière favorable, mais l'âge de retraite est reculé parallèlement. Les allocations familiales aussi évolueront en fonction des besoins. C'est quand même le but de la sécurité sociale, c'est quand même de coller au maximum aux besoins des populations. Donc de fait, ça évoluera. Après, la réforme telle qu'elle est voulue actuellement, telle qu'elle est proposée, c'est surtout, entre guillemets, en prélevant à travers la CSG,
c'est de sortir, on va dire, du seul financement par le travail. C'est toucher aussi une population retraitée qui va contribuer au financement de la protection sociale, quoi. Et ça, c'est un moyen un peu de contourner cette diminution, on va dire, du monde des actifs et cette augmentation assez importante du nombre des retraités, quoi. Donc c'est un peu comme ça que le financement, il s'ajuste, mais de manière permanente. Il y a la réforme des retraites, on a vu là, le gouvernement a baissé les APL. Voilà, c'est des petites réformes un petit peu aussi pour rendre les choses un peu plus soutenables. Sachant, Thierry, que sur la retraite, on voit qu'il y a un haut conseiller qui va être nommé et que sur les 10 ans qui viennent, il va y avoir une réforme profonde de la retraite avec, d'ailleurs c'est annoncé, une caisse de retraite unique. C'est ce que j'ai entendu. Alors, après ça, l'actualité verra si ça me donne raison ou pas, mais une caisse de retraite unique pour l'ensemble des Français, parce que on le revendique aussi depuis un bout de temps. Donc on voit au travers de tout cela l'évolution de la sécurité sociale, tout simplement. Et de plus au niveau national, on le voit avec les régimes spéciaux. Emmanuel Macron a annoncé une mise à plat, essayer de réduire le nombre de régimes spéciaux. D'une façon ou d'une autre, l'évolution, et je vais vous poser la question à tous les cadres, en restant toujours, moi, à l'extérieur, mais en mettant à la place du commun des mortels, en regardant le système de protection sociale français, comment le rendre, je dirais, plus facile à comprendre, bien sûr, à l'adhérent, aux usagers, et en même temps comprendre, parce que c'est pas évident de comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer, parce que c'est quand même très, très technique et très réglementaire. C'est une matière très technique. Le code fait pas loin de 4000 pages, donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez quand même compliqué, et que nous-mêmes, parfois, on a du mal, parfois même à s'y repérer. C'est absolument évident. Moi, je reviens au départ. Il y a des grands principes. Après, si vous voulez, je dirais que ce sont des choix politiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on a un système, le système général de retraite est basé sur un système d'annuité. Alors, vous avez un système de répartition, donc les cotisations prélevées sont réparties sur les retraités. Donc, pour faire bouger le système actuellement, il y a 3 ou 4 paramètres, mais essentiellement, il y a l'âge de départ, il y a le nombre de trimestres cotisés, il y a donc le nombre de trimestres, il y a le montant de la pension, et puis il peut y avoir les cotisations. Il n'y a pas d'autre système. Alors, le problème de notre système, c'est qu'il est très redistributif. Par exemple, au régime général, lorsque j'élevais un enfant, j'ai droit à 8 trimestres supplémentaires. Donc si j'ai 3 enfants, ça fait 24 trimestres. Donc on voit qu'on a un système de solidarité pour les femmes qui se sont arrêtées à travailler. Lorsque je suis au chômage, j'ai des trimestres qui s'inscrivent. Lorsque je suis en maladie, j'ai des trimestres qui s'inscrivent. Des trimestres dits validés et non pas cotisés. Donc c'est intéressant. Mais vous voyez, quand je change un paramètre, par exemple le nombre de trimestres ou l'âge de départ, ça se voit. Imaginons que j'ai un système par points. Alors avec 1 euro, j'achète un point de retraite qui va me verser 0,10 centimes quand je prends ma retraite. Si je passe l'achat du point à 1,01, et puis qu'au lieu de verser 0,10, j'ai 0,009. Vous voyez, ce sont des petites variables, c'est moins visible. Et c'est vrai que notre système, il a un défaut, il est très solidaire, et quand on le réforme, ça se voit. C'est vrai que l'ajustement de la valeur d'achat ou de la valeur de versement d'un point de retraite, c'est beaucoup plus discret, surtout quand on va jouer sur le millième. Parce qu'on va vous verser 9,53 centimes, puis demain, ça sera 9,51 centimes. Voilà. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que, après, c'est pareil, vous avez les comptes notionnels, c'est très bien. Et les comptes notionnels intègrent l'espérance de vie dans le calcul du montant de la retraite. C'est vrai que ça peut avoir des conséquences, alors on vous fait un super calcul, c'est très compliqué, et on met l'espérance de vie. Donc, c'est un système qui s'ajuste automatiquement. Nous, quand on réforme notre système, ça se voit. Donc, c'est des fois un petit peu compliqué. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir un débat plutôt d'avoir des mesures techniques où les gens ne voient pas très bien ce qui se passe. Et puis, à la sortie, ils sont, comment dirais-je, un peu défavorisés. Ça me permet de poser la question à M. Tomzak. La question sur la retraite. Ça, c'est un des éléments qu'on entend le plus souvent pour ceux qui cotisent au RSI. Pourquoi ils se retrouvent parfois avec des retraites aussi minime. C'est malheureusement facile à comprendre. Bon, Christophe vient de donner la réponse. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, d'abord, depuis le 1er juillet de cette année,
la retraite est liquidée par un seul organisme, alors qu'avant, que ce soit la MSA, Régime Général et RSI, chacun liquidait sa partie. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, la première règle qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est que depuis 1973, à revenu égal, cotisation égale, retraite égale pour les salariés et les non-salariés, c'est-à-dire pour les travailleurs indépendants. Depuis 1973, interrogez un travailleur indépendant, il ne connaît pas la règle. On va dire, bah oui, mais attendez, vous rêvez, parce que quand vous liquidez, vous, RSI, une retraite, c'est abominablement bas. Vous voyez, je fais exprès d'utiliser ces termes-là. Mais que se passe-t-il? Les cotisations sont calculées en fonction du revenu. On sait que pour un travailleur indépendant, les revenus ne sont pas linéaires, aussi en fonction de l'activité, en fonction d'un tas de paramètres. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, lorsque l'on compare les revenus d'un travailleur indépendant à celui d'un salarié, on a des différences substantielles. Et le problème vient uniquement de là. Alors ça, c'est le premier point. Alors ça se verra beaucoup moins avec la liquidation unique des retraites que l'on connaît actuellement. Moi, j'ai souvent entendu, parce que bon, j'ai quelques années quand même en sécurité sociale, j'ai toujours travaillé pour les travailleurs indépendants. J'ai toujours entendu, bah oui, vous versez des retraites de misère. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que la retraite d'un indépendant est également versée en fonction du nombre d'années durant lequel il était travailleur indépendant. Or, la moyenne, et c'est paru encore il y a peu de temps, la moyenne d'une carrière de professionnel indépendant est de 8 ans. Donc quand vous comparez une retraite calculée sur 8 années de rémunération de travailleur indépendant par rapport à ce que peut verser le régime général, où la carrière a duré 32, 34 ans ou voire plus, obligatoirement, si vous comparez les deux, vous avez une différence, c'est obligatoire. Il y a quand même, je vais quand même pousser un peu plus loin la discussion là-dessus, c'est qu'il y en a qui ont quand même cotisé pendant plus de 30 ans. Et quand ils se retrouvent avec cette somme-là, c'est pas très encourageant pour eux. Si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, quand on parle de minimum pour vivre, on le monte aujourd'hui facilement à 900 €. Mais le problème est toujours la même chose. Si le revenu cotisé était insuffisant, le nombre, et on revient sur une base de calcul d'une retraite, le nombre de trimestres validés, notamment cotisés, ne permet pas le versement d'une retraite à taux plein. Donc voilà, ça ce sont les règles. Alors, il faudra se mettre derrière un tableau et montrer par A plus B les différents calculs qui existent à ce niveau-là. Mais les différences viennent de là. La retraite est fondamentalement un droit contributif. Voilà. Donc il est proportionnel aux contributions. D'accord. Alors après, comme je l'ai expliqué, il y a des systèmes de solidarité, que je parlais les trimestres pour enfants, etc. Bon, c'est tout à fait légitime, mais il y a, comment dirais-je, c'est fondamentalement encore un droit contributif. Et donc par rapport à ça, par exemple, vous avez au régime salarié, vous avez des systèmes sur la Réunion, je passe autocontrôle, de titres de travail simplifiés avec des cotisations moindres versées par les employeurs pour les employés, eh bien la retraite elle est moindre. Quand il y a 40% d'économie, c'est ça, en sortie, ça fait un droit de retraite diminué d'autant. Parce que là aussi, je veux dire que on oublie bien sûr, mais les taux minorés entraînent une minoration de la retraite. D'accord. Alors juste à titre indicatif, alors il faut se rappeler donc que le RSI, c'est la fusion de 3 caisses en fait. Il y a donc le CANAM, le CANCAVA et l'organique à l'époque qui était donc Caisse nationale d'assurance maladie pour la CANAM, Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans, CANCAVA, et l'organique assurance vieillesse, invalidité, décès des industriels et commerçants. Parce que la question aujourd'hui, c'est toujours la protection sociale, mais cette fois-ci j'allais dire des artisans, des petits patrons. Est-ce que on doit, avec l'adossement du RSI au régime général, est-ce que ça va vraiment changer? Non? Je reste persuadé que non. D'accord. On le disait tous également. Ce qui va changer, c'est que le gouvernement veut diminuer les charges des travailleurs indépendants. Ok, c'est très bien. Donc il y aura moins de charges. Mais quel va être le résultat sur la retraite?
il faudra aussi, en fonction des revenus, voir ce que ça va donner. Lorsque vous avez des auto-entrepreneurs, c'est excellent. Moi je suis persuadé que lorsque l'on va annoncer qu'il y aura une année blanche pour les auto-entrepreneurs, ou même pour un créateur d'entreprise, vous risquez d'avoir une embellie. C'est-à-dire que le chômage risque de diminuer. Mais monsieur, à quel prix? Mais à quel prix? Et aujourd'hui, alors moi je ne me suis pas aventuré à faire de sombres calculs, mais lorsque la retraite sera calculée, c'est là où on risque d'avoir quand même des surprises, de véritables surprises. Tout comme pour un salarié, je vais m'arrêter là, tout comme un salarié qui travaille une partie de sa vie, se retrouve au chômage, se retrouve en emploi précaire, qu'est-ce qu'il va avoir en fin de compte comme retraite lorsqu'il va arriver à 62 ans? Alors, et il y a un point que l'on n'a pas souligné lorsqu'on parle de sécurité sociale, c'est qu'à un moment donné, et c'est peut-être là-dessus que veut jouer le gouvernement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi penser de très près aux générations qui, je suis peut-être bien placé pour le savoir, mais aux générations qui sont beaucoup plus jeunes que la nôtre. Si on n'y fait pas attention, on peut se poser des questions sur ce qui va arriver dans une petite vingtaine d'années aussi là-dessus. Hein. Alors, là, on y revient justement sur cette évolution, puisqu'il faut y penser. Alors, quand dans les discussions, on voit sur tous les plateaux télé, entre système par répartition, système par points, par capitalisation, il y a ceux qui pensent aux pensions de retraite, le système des Américains. Aujourd'hui, quel est votre regard à vous sur cette évolution-là, et comment faire pour que ce système de protection sociale que vous portez et que vous défendez, aujourd'hui, comment ce système doit évoluer pour qu'il soit pérenne pour les générations à venir? Le système de répartition, il a quand même montré un certain nombre d'intérêts. C'est que quand vous avez un choc boursier, les gens, ils ont toujours leur pension de retraite. Lorsque le fonds de pension qui gérait votre retraite fait faillite, vous n'avez plus de retraite. Alors, je dis pas que... Alors, c'est pareil, je ne crois pas qu'il faille être manichéen tout d'un côté ou tout de l'autre. Le système français, il est quand même... Il y a le régime obligatoire, le régime général. Après, il y a un régime complémentaire obligatoire avec des points. Puis après, on peut avoir un troisième étage à partir de l'épargne et de la capitalisation. Je pense que, là encore, je ne pense pas qu'on soit prêt à revenir pour le régime de base à autre chose qu'un régime par répartition. Alors, maintenant, je dirais que ce sont des choix politiques, mais il faut toujours se méfier de jeter le bébé avec l'eau du bain, je veux dire. Alors, bien évidemment, bien sûr, ça veut dire aussi que c'est très intéressant, parce que souvent on entend cette expression « je cotise pour ma retraite ». Non, je cotise pour la retraite des gens qui sont en retraite. Et moi, quand j'aurai ma retraite, j'ai des droits sur les générations qui montent. C'est ça un régime par répartition. Cotiser pour sa retraite, ce sera un régime par capitalisation. Non, je cotise pour les gens qui sont en retraite. Et par contre, j'ai un droit, je dirais, de tirage sur la génération qui monte. Et c'est vrai qu'après, il y a un problème d'acceptabilité du système. Et c'est vrai que si demain, nos enfants, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils seraient précaires, comment pourront-ils, eux, payer nos retraites ? Et même si j'ai cotisé, les cotisations, elles sont redistribuées. C'est ça, la répartition. Après, moi, pour répondre aussi à votre question, je pense que la pérennité du système, elle est aussi liée à son financement, puisqu'on sait que le revenu, la masse financière liée au travail, globalement, diminue dans l'ensemble des revenus. Il y a d'autres sources de revenus que ceux liés au travail. Et donc, effectivement, à un moment donné, pour pouvoir payer l'ensemble des prestations dont on a parlé, y compris avec l'allongement de la durée de vie, les maladies chroniques, le diabète, l'insuffisance rénale, il va falloir effectivement élargir l'assiette de contribution pour qu'il y ait une assiette qui soit plus juste, qui pèse peut-être un petit peu moins, toujours sur les mêmes personnes, et pour pouvoir garantir justement un système qui soit pérenne dans le temps. Le système de capitalisation, oui, c'est une idée qui peut être séduisante. Je capitalise moi-même, je mets de côté, mais encore faut-il pouvoir le faire. Encore faut-il pouvoir le faire quand on voit les chiffres de la Réunion avec 40% de personnes en dessous du seuil de la pauvreté. Et comment ils vont capitaliser ? Parce que tout cet argent qui est redistribué par la sécurité sociale, il repart directement dans l'économie, les gens ne mettent pas de côté, ça repart directement pour aller faire les courses, pour acheter des biens. Ça solvabilise les entreprises. Ça solvabilise les entreprises. Donc oui, la capitalisation, il faut en introduire peut-être une dose pour rendre le système, on va dire, un peu meilleur.
il y a quand même une base de solidarité qu'il faut vraiment conserver si on veut que tout le monde quand même ait droit à une vie décente. Autrement, après, c'est un autre modèle de société. Là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je souhaite apporter quand même une autre idée au débat. C'est qu'on ne s'intéresse pas assez à tout ce qui est périphérique. Aujourd'hui, et on le dit depuis plusieurs années, on parle, si je me focalise sur les dépenses de santé, pourquoi, et en France on n'est pas habitué à le faire, pourquoi ne pas jouer, je veux dire, un va-tout sur tout ce qui est prévention? Il n'y a pas très longtemps que je suis à La Réunion, mais quand je suis arrivé, on m'a dit, tu verras, tu as 12% au moins de la population, voire 15%, qui est diabétique. On commence à s'interroger pour quelles raisons, sur les raisons pour lesquelles il y a tant de diabétiques à La Réunion. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, il nous faudra, alors là aussi, mine de rien, c'est dans l'air du temps, il faudra changer nos habitudes. Si on change nos habitudes, au travers, peu importe de l'alcool, du tabac, la façon de se nourrir, on pourra peut-être aussi, un jour, vous allez me dire, je suis peut-être un rêveur, mais quelque part dans la vie, il en faut un peu. Ça veut dire aussi que l'on pourrait, au travers de ça, peut-être continuer à vivre plus longtemps, mais alléger les dépenses de santé. Bon, c'est un exemple. Mais je crois qu'il faut s'intéresser à tout ça aussi. Je vais peut-être vous bousculer un petit peu, mais est-ce que ce serait une bonne chose pour les laboratoires pharmaceutiques d'être en bonne santé? Oui. Moi, je réponds directement. Moi, je dis oui, parce qu'à partir du moment où vous avez des gens en bonne santé, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ces laboratoires vont engager des dépenses beaucoup plus fortes sur ce qu'on appelle peut-être les maladies orphelines, les graves maladies que l'on a quand même des difficultés à combattre, comme le cancer. Bon, le sida peut-être un peu moins maintenant parce qu'on en parle moins. Mais moi, je crois que ça peut être une bonne chose. Ça peut leur ouvrir la porte à des recherches beaucoup plus poussées dans certains domaines. Bon, après, moi, j'en reste persuadé. Ma question, Monsieur Medica, c'est, on voit, c'est pas vous qui décidez, je pense, mais je pose la question quand même, avec le nombre de déremboursements qui est plus en moins mis en place, je pense que ça vient plus du ministère. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas craindre que je dirais le cotisant, le salarié se dit mais finalement avec le temps plus ça va et moins on paye mes médicaments, plus c'est déremboursé. Est-ce qu'à un moment donné, et ça revient à ma question de début, quel regard porte le public sur la CGSS? Est-ce qu'à un moment donné je dirais l'usager va se dire mais est-ce qu'à un moment donné on ne va pas se retrouver à tout faire et finalement à cotiser pour peut-être pas grand-chose? D'abord, bon, alors après, c'est des statistiques globales. Mais les statistiques globales montrent que le reste à charge en matière de santé n'a pas diminué. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais insister, ça n'a pas diminué. Alors après, il peut y avoir des différences entre ceux qui bénéficient d'une affection longue durée et les autres. Deuxièmement, les remboursements, je rappelle en général que ces remboursements sont faits sur des médicaments qui sont dits à service médical médiocre. Donc là aussi, je veux dire que si vous voulez, nous avons des molécules onéreuses que nous remboursons. J'ai pas le sentiment, enfin si vous voulez, que globalement, que lorsqu'on voit d'ailleurs les chiffres de l'espérance de vie, ou qu'on voit la consommation médicale, ou qu'on voit le nombre de consultations, que globalement ça diminue. Là aussi, je pense qu'il faut quand même rester raisonnable. Mais je le dis, on y reviendra, et je partage cette question sur la prévention. Nous allons lancer bientôt une grande opération de prévention sur le diabète. On vous demandera de revenir sur ce plateau parce on cherche une cohorte de plus de 4000 Réunionnais qui ne sont pas encore diabétiques mais qui sont à la limite pour faire un test. Il y a 3 départements en test en France. Il y a c'est prévu pour quand d'ici dans 2 mois, le Bas-Rhin, la Seine-Saint-Denis et la Réunion. Et effectivement, nous sommes parce que nous avons une c'est pour tester quoi c'est pour tester une méthode de prévention avec une cohorte qui sera suivie. On peut lancer l'appel maintenant. Voilà, alors avec l'ARS, on fait ces choses-là, donc on appellera des volontaires pour effectivement participer et voir comment on peut, grâce à des méthodes de prévention, retarder l'entrée dans le diabète. Et c'est important parce que le diabète, c'est pas que ça, c'est aussi des opérations, c'est aussi des amputations, c'est aussi, enfin, les conséquences sont parfois quand même extrêmement graves. Vous savez, je pense qu'on va bien, mais moi je voudrais terminer par un mot.
Là, j'ai un collègue qui fait une mission, qui est l'ancien directeur de l'école de Saint-Étienne, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, et il a une phrase que j'aime bien. Vous savez, la sécurité sociale, c'est comme l'air qu'on respire. C'est quand on en manque qu'on voit que c'est indispensable. Merci. Et le mot de la fin pour... il me reste 2 minutes à vous donner, si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, je vais quand même vous poser cette question-là. Je disais tout à l'heure, le regard de l'usager. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui communiquer, montrer pour qu'on vous aime plus quelque part? Nous faisons des campagnes, je dirais, des sondages, etc. L'image n'est pas mauvaise. Les gens qui nous connaissent. Alors, bien sûr qu'il y a des ratés. Il y a des ratés. Mais quand, vu le nombre, nous avons 665 000 assurés, on peut ici rater des choses, c'est normal. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne font pas. Mais moi, je pense que globalement, on travaille bien. Quand vous regardez nos délais de remboursement, ils sont très corrects. Quand vous regardez le service rendu, et je pense qu'on le voit quand on fait des sondages, globalement, les gens sont contents de nos prestations. Et là aussi, je vais aussi tordre un coup, à un coût extrêmement faible, parce que là, on prend les comparaisons avec n'importe quelle compagnie d'assurance privée, nos coûts de gestion sont extrêmement faibles. Et là, on peut faire toutes les comparaisons qu'on veut, on est extrêmement concurrentiel. Merci, messieurs. Je rappelle donc on arrive à la fin de l'émission et je suis en train de me taper dessus par la régie. Merci. Alors donc, on était donc en compagnie de Christophe Madica, donc directeur général de la Caisse générale de la Sécurité sociale, de Thierry Delaburde, donc directeur adjoint et également directeur de recouvrement CGSS, et Jean-Marc Tomzac, donc directeur régional du régime de URSI Réunion, et de Thierry Biès, donc directeur adjoint du URSI Réunion et directeur de recouvrement. Merci messieurs, on vous reverra en tout cas sur ce plateau puisque je pense qu'il y aura d'autres choses à dire. Je ne sais pas si ça a fait avancer le débat au niveau de la filiation et des affiliations. En tout cas, les deux parties ont apporté leur précision. Ça sera à chacun de voir qui a été le plus tranchant. Merci messieurs, merci à vous, merci à la régie. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. On y reviendra sur le RSI et sur le système de protection sociale français, car il y a encore sans doute des choses à dire. Merci à vous. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.